Tu possèdes plus de pouvoir qu'un empereur romain n'en a jamais rêvé. Et tu ne sais même pas qui tu es quand ton téléphone se tait. Tu sens cette fatigue étrange qui ne part jamais vraiment, cette sensation que quelque chose en toi résiste à la vitesse du monde. Tu n'es pas en train de devenir fou. Tu es en train de te réveiller à une vérité que personne n'ose dire tout haut. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas te donner de conseils pour optimiser ta vie. Je vais te montrer pourquoi tu souffres malgré tout ce que tu as. Pourquoi tu te sens vide au milieu de l'abondance. Pourquoi ton âme traîne des pieds alors que tes écrans accélèrent. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais ta vie quotidienne de la même façon. On va parler de cette guerre silencieuse qui se joue en toi, entre ce que tu es devenu et ce que tu es vraiment, entre la vitesse de tes machines et la lenteur de ton cœur, entre l'homme que la modernité a fabriqué et l'être humain qui refuse de disparaître. Regarde ta journée type. Tu te réveilles dans un confort que les rois d'autrefois n'imaginaient même pas. Eau chaude instantanée, nourriture venue du monde entier, accès immédiat à toute la connaissance humaine. Tu peux parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète, commander n'importe quoi et le recevoir dans la journée, écouter n'importe quelle musique jamais créée. Et pourtant, tu scrolles ton téléphone pendant 1 heure sans savoir pourquoi. Tu ressens ce vide diffus que tu n'arrives pas à nommer. Tu prends des anxiolytiques. Tu ne dors pas bien. Tu as cette sensation étrange que tu passes à côté de ta propre vie. Comment est-ce possible ? Cette contradiction absolue entre ton pouvoir extérieur et ta pauvreté intérieure. La réponse facile, celle que tout le système moderne te vend, c'est qu'il te faut plus. Plus de succès, plus d'expérience, plus de connexion, plus de performance. Toute l'économie repose sur cette idée que ton malaise vient d'un manque. Mais si je te disais que c'est exactement l'inverse ? Si ton malaise venait non pas d'un manque, mais d'un excès de stimulation, d'information, de vitesse. Si ce que tu cherches n'était pas quelque chose à ajouter, mais quelque chose que tu as perdu. Quelque chose que l'humanité entière a abandonné en chemin. Il y a quelques milliers d'années, sur tous les continents, des civilisations qui ne se connaissaient pas ont développé quelque chose d'extraordinaire. Pas la technologie, quelque chose de plus difficile à construire. Une science de l'intérieur. Un art de vivre qui intégrait le silence, la contemplation, le sens de la mort, la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Les Grecs anciens, avec leur philosophie comme pratique quotidienne, les traditions bouddhistes avec leur cartographie précise de l'esprit, les sagesses amérindiennes avec leur rapport sacré au vivant, les stoïciens, les soufis, les taoïstes, des formes différentes, mais une conviction partagée. La vraie question n'est pas comment maîtriser le monde extérieur, mais comment habiter le monde intérieur. Ces traditions n'étaient pas naïves, elles ne promettaient pas un bonheur facile. Elles disaient quelque chose de plus dur et de plus vrai, que l'être humain porte en lui une profondeur immense, une conscience capable de se connaître elle-même, et que cette connaissance est la seule réponse possible à la question du sens. Et puis quelque chose s'est passé, quelque chose qu'on appelle le progrès. Depuis la révolution industrielle et surtout depuis l'ère numérique, l'humanité accélère à un rythme que rien dans notre histoire n'avait préparé. En 2 siècles, nous sommes passés du cheval à la fusée. En 20 ans, nous avons mis tout le savoir humain dans chaque poche. En 10 ans, nous avons recablé nos cerveaux avec des algorithmes que nous ne comprenons même pas. 2 siècles, 20 ans, 10 ans. L'évolution intérieure de l'être humain, elle, prend des millénaires. C'est là que se trouve la fracture. Pas entre les riches et les pauvres, pas entre les cultures. La fracture traverse chaque être humain individuellement. C'est la fracture entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes capables de comprendre, entre notre puissance technologique et notre maturité psychologique. Voici une expérience. Ce soir, pose ton téléphone, éteins-toi dans une pièce silencieuse et reste là, sans rien faire, pendant 20 minutes. Juste 20 minutes. Ce que tu vas ressentir va t'apprendre quelque chose d'essentiel sur toi-même. Les premières minutes sont supportables. Puis, ça commence. Une agitation, une envie de vérifier quelque chose, un inconfort qui monte. Et bientôt, une résistance presque physique à rester là, dans ce silence, seul avec toi-même. Des chercheurs ont fait une étude fascinante. Ils ont mis des gens dans une pièce vide pendant 15 minutes, avec la possibilité de s'envoyer des décharges électriques douloureuses pour rompre l'ennui. 2 personnes sur 3 ont choisi la douleur physique plutôt que le silence intérieur. Pense à ça.
Nous sommes devenus si étrangers à nous-mêmes que notre propre présence nous est insupportable. Nous avons tellement rempli nos vies de bruit que le silence est devenu une menace. Et pourtant, ce n'est pas le silence qui est douloureux. C'est ce que le silence révèle. Quand tu scrolles pendant 1 heure, qu'est-ce que tu cherches vraiment ? Pas une information précise. Tu cherches à ne pas penser, à ne pas ressentir, à remplir un espace intérieur qui, laissé vide, commence à poser des questions dérangeantes. Est-ce que ma vie a un sens ? Est-ce que je vis vraiment ? Ou est-ce que je joue un rôle qu'on m'a assigné ? Est-ce que j'aime vraiment les gens que j'aime ? Est-ce que je me connais ? Est-ce que je suis heureux ? Ou est-ce que je suis juste occupé ? Ces questions sont insupportables. Alors, on les noie. Pascal l'avait compris il y a 4 siècles. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Il parlait du divertissement comme fuite de soi-même. Mais Pascal ne pouvait pas imaginer l'ampleur que cette fuite prendrait. Aujourd'hui, nous avons des machines conçues par les meilleurs ingénieurs de la planète, dont le seul objectif est de capturer ton attention et de t'empêcher de t'ennuyer. Nous ne fuyons plus, nous sommes fuis. Il y a un mot sacré dans notre époque, un mot qu'on ne peut pas questionner sans passer pour un réactionnaire. Ce mot, c'est progrès. Le progrès est devenu notre religion. L'idée que l'histoire humaine va du pire vers le mieux, de l'obscurité vers la lumière. Cette idée n'est pas entièrement fausse. La médecine moderne a sauvé des milliards de vies. La science nous a libérés de superstitions dévastatrices. La technologie a réduit la misère matérielle. Mais ce progrès est presque toujours externe. Qu'est-ce qui nous dit que l'homme du XXIe siècle est plus sage, plus conscient, plus équilibré que celui qui lisait Platon ? En fait, tous les indices suggèrent le contraire. Les troubles anxieux explosent dans les pays les plus développés. La dépression est devenue la première cause d'invalidité mondiale. La solitude atteint des niveaux épidémiques dans les sociétés les plus connectées. Le suicide touche particulièrement les jeunes dans les nations les plus riches. Nous avons plus de confort, de sécurité, d'information, de liberté formelle. Et nous allons moins bien. Comment est-ce possible si le progrès est une ligne droite vers le mieux ? Les traditions de sagesse partageaient toutes une conviction que la modernité a rejetée avec mépris. La conviction que l'être humain ne peut pas être réduit à sa dimension rationnelle et productive. Que l'homme n'est pas seulement un animal qui pense et qui fabrique, qu'il est aussi un être qui contemple, qui s'interroge, qui cherche un sens qui dépasse sa survie. Cette dimension intérieure n'est pas un luxe, c'est le cœur de ce que ça signifie d'être humain. Les stoïciens pratiquaient la méditation quotidienne, la contemplation de la mort. Non par masochisme, mais parce qu'ils savaient que sans cette pratique du retour à soi, l'homme se perd dans le flux des événements et oublie qui il est. Les traditions bouddhistes ont développé sur 2500 ans une science de l'esprit d'une précision remarquable. Ils avaient cartographié les mécanismes de la souffrance psychologique bien avant que la neurologie existe. Toutes ces traditions disaient la même chose, avec des mots différents. Pour vivre, il faut s'arrêter. Pour savoir, il faut se taire. Pour trouver, il faut chercher à l'intérieur. Et notre époque a répondu non. Accélère, produis, consomme, performe. Maintenant, je veux te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu formuler ainsi. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute si tu te sens vide malgré tout ce que tu as. Ce n'est pas ta faute si tu n'arrives pas à t'arrêter. Ce n'est pas ta faute si tu te sens étranger à toi-même, parce que tu n'as pas été formé pour habiter ton intérieur. Personne ne t'a appris ça. Ni l'école, ni la famille, ni la société, qui n'a aucun intérêt économique à ce que tu sois en paix avec toi-même. Mais voici le retournement. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Car si souffrance vient d'une fracture entre ton évolution technologique et ton évolution intérieure, alors la réponse n'est pas de rejeter la technologie. Ce n'est pas de fuir dans une forêt. La réponse, c'est de comprendre ce que tu es vraiment. Notre époque a inventé quelque chose de particulier. Elle a inventé le moi comme projet. L'idée que tu es une marque, que tu dois te construire, te développer, te montrer, te vendre, que ta valeur dépend de ta productivité, de ton attractivité, de ta réussite visible. Les réseaux sociaux ont poussé cette logique jusqu'à l'absurde. Tu ne vis plus une expérience, tu la documentes. Tu ne ressens plus une émotion, tu la mets en scène. La vie réelle est devenue le brouillon de la vie virtuelle. Pense à la dernière fois que tu as fait quelque chose de beau sans penser à le photographier,
à le partager, à le raconter. Il y a un philosophe coréen, Byung-Chul Han, qui dit que nous vivons dans une société de la transparence, où tout doit être visible, montrable, communicable, et que cette transparence totale détruit la profondeur. Parce que la profondeur a besoin d'ombre, de silence, d'espaces qui ne sont pas partagés. L'intérieur humain est comme une forêt profonde. Si tu l'éclaires entièrement, tu tues ce qui y vit. Il y a un sujet que notre civilisation a décidé d'effacer. Un sujet que les traditions anciennes plaçaient au centre de leur enseignement, la mort. Les stoïciens pratiquaient la meditatio mortis, la méditation sur la mort. Pas comme obsession morbide, mais comme outil de clarté. Si tu sais que tu vas mourir et que tu l'intègres vraiment, tu cesses de gaspiller ta vie sur des choses sans importance. Notre époque cache les morts dans des hôpitaux. Elle maquille les cadavres pour les faire ressembler à des dormeurs. Elle promet l'immortalité technologique. Elle vend des crèmes anti-âge comme si vieillir était une maladie. Nous sommes la première civilisation qui a tenté de nier la mort. Et le résultat, c'est une civilisation qui a peur de vivre. Parce que c'est ça le paradoxe. Ce n'est pas la conscience de la mort qui paralyse, c'est son refoulement. Quand tu nies la mort, tu nies aussi la valeur de chaque instant. Tu te comportes comme si tu avais un temps infini et demain ne vient jamais. Je veux être précis sur ce mot, spirituel, parce qu'il fait peur. Il évoque la religion, le dogme. Ce n'est pas ce dont je parle. Je parle du besoin humain fondamental de se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. Ce quelque chose peut être la nature, l'art, l'amour profond, une pratique contemplative. C'est une question de connexion. Et cette connexion, notre époque l'a coupée. Elle l'a remplacée par des substituts. La nation, la marque, le club de football, la tribu politique. Des groupes d'appartenance qui donnent l'illusion de la connexion sans en avoir la profondeur. Carl Jung avait dit quelque chose de prophétique. La névrose moderne est essentiellement une crise spirituelle. Le patient ne souffre pas d'un problème clinique. Il souffre d'un vide de sens, d'une absence de sacré dans sa vie. Jung disait ça dans les années 1930. Imagine ce qu'il dirait aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas un éloge de la nostalgie. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est possible, c'est quelque chose de nouveau. Une synthèse. L'idée que l'humanité peut intégrer ce qu'elle a gagné dans sa modernité, la science, la liberté, la conscience des droits, la puissance technologique, avec ce qu'elle a perdu, la profondeur intérieure, le sens du sacré, la sagesse des traditions, le rapport au silence et à la mort. Ce n'est pas une utopie vague, c'est un travail concret. Et ce travail commence par un individu, par toi, par ta décision de ne plus fuir. Ne pas fuir, ça ne veut pas dire souffrir en silence. Ça ne veut pas dire rejeter le monde moderne. Ça veut dire quelque chose de très précis. Accepter de s'asseoir avec soi-même, régulièrement, sans but, sans production. Réapprendre à s'ennuyer. L'ennui n'est pas un problème, c'est une porte. C'est dans l'ennui que les pensées les plus profondes émergent. C'est dans l'ennui que tu commences à entendre ta propre voix. Prendre au sérieux la question du sens. Se demander vraiment, avec une honnêteté radicale, est-ce que je vis en accord avec ce que je suis? Est-ce que je choisis ou est-ce que je suis emporté? Se confronter à sa propre mort. Pas pour se déprimer, pour se réveiller. Chercher une pratique, n'importe laquelle, du moment qu'elle te ramène à toi-même. La méditation, l'écriture, la marche en silence, la lecture lente, la contemplation de la nature. Quelque chose qui ne produit rien, quelque chose qui n'est pas optimisable. Quelque chose qui te rappelle que tu es un être humain, pas un outil humain. L'homme moderne est fascinant à observer. Il est à la fois le plus puissant et le plus fragile de tous les humains qui aient existé. Il peut traverser l'Atlantique en 8 heures et ne supporte pas 8 minutes d'attente sans regarder son téléphone. Il court partout et il ne va nulle part. Il accumule et il se vide. Il se connecte et il se déconnecte de lui-même. Cette contradiction n'est pas une fatalité. Elle est le symptôme d'une époque de transition. Une époque où les anciens repères ont disparu, où les nouvelles sagesses ne sont pas encore construites. C'est une époque vertigineuse. Mais c'est aussi, peut-être, une époque extraordinaire. Parce que les époques de crise sont les seules où la transformation réelle est possible. Et là, quelque chose s'effondre. Les traditions parlaient d'un voyage. Le héros qui part, qui se perd, qui traverse l'obscurité
et qui revient transformé. C'est une description précise de ce que la conscience traverse. Tu es dans ce voyage, nous y sommes tous. L'humanité entière est dans ce voyage. Nous avons quitté le village, la tradition, la communauté de sens. Nous avons traversé des déserts de rationalité pure. Nous avons construit des tours de verre. Nous avons accéléré jusqu'à ne plus voir le paysage. Et maintenant, quelque chose nous rappelle. Pas vers l'arrière, vers l'intérieur. Le retour n'est pas une régression, c'est une intégration. C'est la capacité de porter en soi, en même temps, la puissance de la modernité et la profondeur de l'ancienneté. La science et la contemplation, la liberté et la responsabilité. C'est l'homme à venir, pas un surhomme technologique, pas un moine médiéval, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore de nom. Il y a un philosophe grec, Héraclite, qui a dit il y a 2500 ans que l'âme a des profondeurs que tu ne peux jamais atteindre, même en marchant dans toutes les directions. 2500 ans, et nous courons encore dans toutes les directions. Alors voici la question que je te laisse ce soir. Pas pour que tu y répondes maintenant, juste pour que tu la portes. Si tu cessais, juste pour 1 heure, d'être ce que tu produis, ce que tu montres, ce que tu accomplis, si tu enlevais tout ça, est-ce qu'il resterait quelque chose? Et si oui, est-ce que tu saurais l'appeler par son nom? Cette question n'est pas rhétorique. C'est peut-être la seule question qui compte vraiment. Et la réponse ne se trouve pas dans une prochaine vidéo. Elle ne se trouve pas dans un livre, ni dans une méthode. Elle se trouve dans le silence que tu n'as pas encore osé habiter. Va l'habiter. Quand cette vidéo va se terminer et que cet écran va devenir noir, qu'est-ce qui va se passer? Vas-tu immédiatement chercher la prochaine distraction ou vas-tu oser rester quelques minutes avec la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie? Qu'est-ce qui t'effraie le plus dans cette rencontre? Et si la réponse à cette question était le vrai début de ta modernité à toi? Une modernité intérieure qui n'a besoin d'aucun écran pour exister.